Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation correctement? Parfait. Ok, ben, Pierre, je te donne la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter la formation IDIM, dont l'acronyme signifie Ingénierie du diagnostic, de l'instrumentation et de la mesure. Alors, cette formation a été créée en 2004 suite à une demande de partenaires industriels qui était de former des cadres en capacité, dès la sortie du master, de s'insérer dans les phases de développement d'un projet dans les domaines de l'aéronautique, l'espace, le transport, l'énergie et l'environnement. Alors, sur la slide suivante, je vous présente donc ce qu'on appelle un cycle en V. C'est un cycle qui est parcouru quand une société veut répondre à un cahier des charges. Donc, tout en haut, vous avez la demande client, le cahier des charges. Et dans la société qui va répondre à ce cahier des charges, il va y avoir une première équipe qui va commencer à se poser la question, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Donc, cette analyse, c'est du ressort de ce qu'on appelle l'ingénieur spécification. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, une fois que ce qu'il faut faire a été bien identifié, une autre équipe va se poser la question, comment on va le faire? Donc, ça, c'est tout ce qui a trait à la conception. Et donc, il y a le métier associé qui est l'ingénieur conception. Donc, lors de la conception, on va aller vers une structure fine où on va détailler de plus en plus les tâches à réaliser en essayant de les décomposer en tâches élémentaires. Et puis, une fois que ces tâches élémentaires seront bien identifiées, on va passer à la réalisation. Donc là, il va y avoir un ingénieur qui va être responsable de la mise en œuvre des tests. Et ensuite, il va passer la main à des ingénieurs dont chacun va réaliser un test particulier. Et ensuite, il va falloir encore passer la main à un autre ingénieur qui va se charger de regrouper quelque part tous ces tests unitaires dans une phase qu'on appelle la phase d'intégration. Une fois que cette phase d'intégration a été faite, il va falloir passer à l'aspect vérification. Donc là encore, c'est encore un ingénieur qui va se charger de cette tâche. Et au final, avant la recette devant le client, il va falloir valider tout ce qui a été réalisé. Alors sur le cycle en V, vous voyez donc vous avez en abscisse le temps. Et à chaque phase, quelque part, vous voyez par exemple dans l'analyse des besoins, vous avez une projection sur ce qui doit être validé et comment on va le valider. Donc l'ensemble des tâches que je viens de vous développer sont réalisées par des ingénieurs dont les compétences sont données dans la formation IDI. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un master à visée professionnelle et dès la fin de votre master, dès la fin du stage, vous êtes de suite opérationnel à l'entreprise. Alors, dans la slide suivante, je parle juste un petit peu du recrutement. Donc, la majorité des étudiants qui s'inscrivent en IDIM sont des étudiants qui viennent de la L3 PIE, mais on a également des étudiants qui viennent de parcours spéciaux, de L3 physique, ou des étudiants qui ont fait la filière 2E. Alors, comme Jean-François l'a dit aussi, nous n'avons pas comme volonté de former beaucoup d'ingénieurs. Donc, la capacité d'accueil se limite à 18 étudiants par année. Alors, 18, c'est la taille maximale d'un groupe d'ETP. Au-delà du fait que la formation est par alternance, ça pose beaucoup de difficultés. Alors, au niveau de l'alternance, donc il est possible de commencer l'alternance dès le M1, mais par contre sous conditions. Donc, ces conditions sont les suivantes. Il faut qu'avant de faire cette alternance, vous fassiez un stage pendant l'été dans l'entreprise qui va vous proposer le contrat par alternance. Donc, ceci pour la raison suivante. On veut éviter qu'il y ait des déconvenus, car l'étudiant peut ne pas faire l'affaire. Ça s'est déjà produit par le passé, où il y avait des étudiants qui avaient intégré directement le même IDIM en arrivant avec un contrat par alternance. Et ça ne s'est pas très bien passé dans l'entreprise. Donc, comme on n'a pas le recul, on souhaite donc qu'il y ait d'abord une première expérience avant de pouvoir demander un contrat par alternance dans la société. Alors, juste pour cette expérience, Pierre, dont on avait parlé, Oui. ça peut être 1 à 2 semaines dans l'entreprise et que l'entreprise ensuite soit d'accord avec ça. Ou oui, ça peut être aussi un stage qui a été fait 1 année auparavant. Voilà. Ou à un moment donné
de la vie de l'étudiant. Donc, ce n'est pas Voilà. forcément cet été, mais ça peut être à un certain moment. Il faut que l'entreprise, en gros, en tout cas, vous connaisse plus ou moins pour dire oui, on veut la personne. Et au niveau donc, du M2, donc, si vous avez validé votre M1 IDIM, il y a aucun problème. Mais par contre, si vous venez d'une autre université, par exemple, on va vous demander, bon, on sera très réticent. Il faudra éventuellement avoir fait un stage à l'entreprise pour que l'entreprise nous dise on est d'accord pour embaucher cet étudiant sous l'alternance. Voilà. Toujours pareil, c'est pour éviter les déconvenus. Donc, slide suivante. Donc, c'est une formation professionnalisante. Donc, il faut être opérationnel d'entrée à la sortie de votre formation. Donc, on a un programme donc, du M1 qui est d'ailleurs partagé avec le Master Pant et Greener et aussi STP. Donc, vous avez de la programmation dans le langage C, le langage Python. Donc, vous avez une initiation en L3, je pense. Donc, il y a une initiation qui vous présente les bases de Python et après, vous allez faire un projet de manière indépendante. La présentation de capteurs et leur conditionnement, un module un peu mathématique de traitement du signal, un module de métrologie et de traitement statistique, suivi d'un module de professionnalisation où là, vous allez rencontrer pour la première fois des intervenants extérieurs. Donc, un intervenant extérieur spécialisé dans les ressources humaines et un autre intervenant qui vous présentera la démarche qualité au sein des entreprises. Puis, le module d'anglais. Au deuxième semestre, donc, vous avez un module sur les mesures et les essais mécaniques. Un module d'automatique, donc c'est une initiation, c'est de l'automatique linéaire, suivi d'un perfectionnement. Puis après, vous allez retrouver un petit peu la philosophie que vous avez connue si vous avez suivi le module PE4 et PE6, dans le module instrumentation et le module instrumentation 2. Puis un autre module dans le traitement et l'analyse d'image. Et ensuite, un module d'acoustique et de dynamique vibrationnelle. Alors, ce module est donné en anglais par un spécialiste de dynamique vibratoire. Et à l'issue de ce module, vous serez capable de programmer par vous-même un programme qui code la méthode par élément fini. C'est une méthode très utilisée dans l'industrie et qui vous permet de simuler le comportement vibratoire de n'importe quelle structure. Et pendant l'année, vous avez un bureau d'études. Donc, ce bureau d'études est fait par les étudiants qui n'auraient pas de contrat par alternance. Je vous en dirai quelques mots plus tard. Donc, au niveau de la proportion, donc, vous voyez qu'il y a une partie pas négligeable de TP, puisqu'on est à peu près à un tiers, avec un tiers de cours et un tiers de TD. Alors, au niveau du programme du ME2, c'est la slide suivante. Donc, vous avez un module d'instrumentation avancée. Alors, vous savez peut-être que récemment, on a redéfini le système international d'unité. Alors là, vous aurez l'intervention d'une personne qui a participé, comme de nombreux physiciens, à cette redéfinition. Donc, il vous parlera de cette redéfinition récente. Ensuite, vous avez un rappel sur le calcul d'incertitude qui a été présenté en M1, en y ajoutant une méthode particulière pour calculer les incertitudes qu'on appelle la méthode de Monte-Carlo. Puis, vous avez quatre TP projets. D'accord. Donc, le premier vous permet de vous familiariser avec une chaîne d'instrumentation de A à Z, du capteur à l'ordinateur. Et puis, une fois qu'on estime que vous connaissez suffisamment cette chaîne, on vous demande de répondre à un cahier des charges. Donc, de faire les essais que vous estimez pertinents et ensuite, vous devez rédiger un rapport d'essai que vous allez ensuite soutenir devant un jury composé d'un industriel et d'un enseignant. Ensuite, vous avez un projet, donc, mesure en présence de bruit. Donc, vous savez que chaque fois que vous faites une mesure, cette mesure est associée, est accompagnée de bruit. Donc, il va falloir savoir comment extraire le signal utile du bruit. Et pour cela, vous serez amené à utiliser un appareil que l'on retrouve dans de nombreux laboratoires de recherche qui s'appelle un détecteur synchrone ou lock-in. Ensuite, vous devrez réaliser un projet où vous allez jumeler utilisation de LabVIEW et de Python pour répondre à un cahier des charges autour de l'instrumentation. Et puis ensuite, on vous invitera dans un laboratoire de recherche pour découvrir la technique de mesure qui est utilisée. C'est une technique par spectrométrie par temps de vol. Je vous en dirai quelques mots en vous détaillant le projet qui a été proposé au M1 cette année. Ensuite, un petit module sur la présentation et la programmation et l'exploitation de microcontrôleurs. Alors, ces microcontrôleurs vont recueillir des informations délivrées par des capteurs
Et il faut donc un moyen de communication entre les capteurs et le microcontrôleur. Et donc, ça se fait via des interfaces qu'on appelle des bus. Et donc, ici, on va vous présenter des bus très utilisés, qui est le bus SPI, le bus I2C, le bus CAN, qui est un réseau qui est utilisé dans toutes les automobiles. Et ensuite, des protocoles de communication sans fil qui permettent à un capteur de communiquer ces informations à un microcontrôleur qui sera à plusieurs kilomètres. Donc, vous avez le protocole Sigfox, LoRa et Zigbee. Ensuite, vous avez un module mesure, analyse, contrôle et traitement de données. Alors, une intervention de l'intervenant extérieur qui est spécialisé dans les mesures sur antenne satellite. Ensuite, une présentation de caméra, alors avec des applications de la thermographie, qui consiste à mesurer la température de surface à partir d'une caméra, ou de mesurer des déformations en couplant les images qui sont données par deux caméras. Puis, une introduction au machine learning appliquée au traitement d'images. Le contrôle non destructif, donc c'est une méthodologie qui consiste à sonder la matière sans avoir à la découper. Et puis une introduction à un dispositif qui est très utilisé dans tous les instruments. Puis vous avez un module sur la commande et le diagnostic. Donc dans le module commande, c'est un complément sur l'automatique qui a été proposé de manière continue en IDIM, qui le sera de manière échantillonnée en M2. Et puis après, au niveau des mesures des maintenances de dispositifs, il faut se préoccuper de la détection, de la localisation et du diagnostic de faute. Puis, un module de professionnalisation où là, vous allez retrouver une dizaine d'intervenants extérieurs donc, qui appartiennent à des différentes sociétés dont j'ai listé le nom, donc TI Connectivity, Vitesco, Airbus, Intespace, etc. Et comme toutes les formations, vous avez donc un module d'anglais et un module de professionnalisation. Donc ça, ce module est réservé, on va dire, aux étudiants qui n'ont pas de contrat par alternance, où on va vous demander de répondre à un sujet en 7 semaines. Et puis après, vous avez un stage donc obligatoire de 6 mois qui va débuter mi-mars. Alors vous noterez par rapport à la proportion des TP, que cette proportion est passée de 27% à 37%, ce qui souligne le caractère professionnalisant de cette formation. Alors, on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, donc concernant la professionnalisation, donc en M1, vous avez une intervenante extérieure qui va vous apprendre à préparer un CV, qui va vous préparer et qui va vous faire passer des entretiens. Donc cette année, elle a invité 5 ou 6 personnes, des ingénieurs de société, et qui sont venus faire passer les entretiens aux étudiants. Donc les étudiants avaient préparé en amont leur CV, et donc là, ils ont pu donc, faire des simulations. Donc c'était plus des simulations, hein. Et je sais qu'à l'issue de ces entretiens, je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui ont eu des propositions pour faire des stages. Après, donc, vous avez un intervenant qui vous explique la démarche qualité au sein des entreprises. Vous avez des projets, un bureau d'études. Et ces projets, ces bureaux d'études demandent à rédiger des rapports. Et pour le bureau d'études, il y a une soutenance. Donc, au niveau du M2, on rentre un petit peu plus dans le cœur du métier. Donc, il y a un aspect méthodologique. Donc, comment conduire un cycle de développement, le fameux cycle en V que je vous ai présenté au début. Un intervenant vous fait des commentaires sur les plans d'expérience. Donc là, c'est la problématique est la suivante. Vous avez une expérience à des différents paramètres, et vous savez que le temps, c'est de l'argent. Et donc, il existe des méthodologies qui vous permettent de définir le nombre minimum d'expériences pour avoir quelque part une vision très générale du process. Ensuite, vous avez un stage à l'AIME, qui est l'atelier interuniversitaire de microélectronique. Vous allez réaliser par vous-même un détecteur, vous allez le tester. Et après, vous ferez un stage à l'INSA. Vous travaillerez sur des dispositifs d'instrumentation qui sont utilisés dès qu'il y a un nombre important de capteurs. Vous avez ensuite une présentation autour des hyperfréquences. Généralement, on essaie d'organiser une visite d'une entreprise. Donc, il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, c'était juste avant le Covid. Nous avons visité les moyens d'essai de la société Intespace, qui teste les satellites avant leur lancement sur les fusées. Et l'année avant, on avait visité le département instrumentation de Airbus. Et depuis cette année, donc, on vous fait découvrir, on vous invite à visiter des laboratoires, des dispositifs expérimentaux dans des laboratoires de recherche. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui ne sont pas en alternance, il y a un bureau d'études de 7 semaines.
Donc, à noter que le rapport et la soutenance se fait en anglais, donc devant des industriels, des enseignants et la professeure d'anglais. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc au niveau de la professionnalisation, vous avez ici une liste exhaustive de tous les intervenants extérieurs. Donc, ce sont des gens qui travaillent soit dans des grandes sociétés, Airbus, soit dans des sociétés plus modestes. À un niveau ingénieur, il y a même aussi des chercheurs à l'université. Il y a même aussi, si vous remarquez, des anciens élèves de IDIM, d'accord? Par exemple, Joanne Bouis, donc, qui est gérant d'une entreprise, qui a créé une entreprise avec des collègues rencontrés à l'université. Et puis, il y a Jérémy Marty aussi, donc, qui est un ancien IDIM, qui travaille actuellement dans la société qui s'appelle T-Connectivity, qui est spécialisée dans la réalisation de composants pour automobiles. Et donc, son travail, c'est de gérer la qualité au sein de cette entreprise. Donc, ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est une diversité des intervenants donc, qui vont vous présenter, qui vont se présenter et présenter un aspect de leur métier. Voilà. Donc, ça vous donne un petit peu un caractère. Vous savez quelque part le type de profession que vous pouvez embrasser. La slide suivante. Voilà, donc là, juste un petit mot sur le bureau d'études qui a été proposé cette année à M1. Donc, vous avez ici une photo d'un dispositif expérimental qui est dans un laboratoire de recherche. Donc, ce dispositif a pour objet d'étudier l'interaction d'une seule molécule avec des ions. D'accord? Donc, vous voyez la chambre de collision qui est un peu à gauche. Et complètement à droite, vous avez la source d'ions. Voilà. Donc, la problématique était la suivante. Cette source d'ions émet un faisceau de particules, d'accord, qui ont toute la même énergie. Et le problème, c'est qu'on veut sélectionner une espèce donnée. D'accord? On veut sélectionner une espèce donnée et au final, obtenir l'interaction d'un ion avec une seule molécule. Donc, pour faire ça, qu'est-ce que l'on va faire? On commence par dévier le faisceau. Donc, vous avez ici représenté le faisceau continu émis par la source. Alors, vous avez les espèces vertes et les espèces rouges, pour dire que ce sont des espèces de nature différentes. Et comme elles sont accélérées sur la même différence de potentiel, il s'avère qu'elles ont des vitesses différentes. Elles ont des masses différentes et donc des vitesses différentes. Donc, première étape, on va commencer par dévier ces particules. Donc, pour dévier ces particules, on applique une haute tension au bord d'un condensateur, d'accord? Ce qui va avoir pour effet de balayer de haut en bas le faisceau. Et donc, si on interpose un premier diaphragme à quelque distance du déviateur 1, on comprend qu'à la sortie du diaphragme, vous avez des pulses. D'accord? Donc, à la sortie du diaphragme, vous avez un pulse qui est constitué de différentes espèces. Et comme ces espèces ont des vitesses différentes, vous allez constater que chaque pulse va donner naissance à des sous-pulses. Ici, un sous-pulse qui ne contient que les espèces rouges, et ici, un pulse qui ne contient que les espèces vertes qui se déplacent beaucoup plus lentement. L'écart entre chaque rond, là, quelque part, c'est associé à un intervalle de temps constant. Et donc, l'idée pour sélectionner uniquement les particules rouges, qu'est-ce que c'est? C'est d'attendre que les particules rouges arrivent devant ce déviateur. Et au moment où elles arrivent devant le déviateur, qu'est-ce qu'on fait? On neutralise l'effet de ce déviateur. Donc, les particules rouges vont passer, et dès qu'elles sont passées, on réactive le déviateur pour dévier les particules vertes. Et donc, au final, on va pouvoir, de cette manière, isoler uniquement une seule espèce chimique qui pourra interagir avec la molécule. Voilà. Donc, les étudiants ont eu, quelque part, à commander les tensions, à réaliser les tensions de commande des alimentations, alimenter les différents déviateurs. Donc, sur ce front descendant du front du signal carré, vous avez un top de départ. Donc, une fois que ce top de départ s'est produit, il faut attendre un certain temps, le temps que met la particule rouge pour arriver devant ce déviateur, et ensuite neutraliser ce déviateur pendant tout le temps que la particule va mettre pour traverser le déviateur. Voilà. Donc, les étudiants ont dû se familiariser un petit peu avec le montage, comprendre ce qu'on attendait d'eux, et ensuite, quelque part, créer les signaux de commande qui permettent soit d'isoler la particule rouge, soit d'isoler la particule verte. Voilà. Donc pour cela, ils ont utilisé des platines Arduino, qui sont des microcontrôleurs qui sont embarqués sur des PCB, des cartes électroniques. Donc ils ont dû prendre en main les cartes Arduino, ils ont dû apprendre comment la programmer, ils ont dû développer un algorithme, etc., etc.
Et ensuite, donc, d'ici 3 semaines, il y aura une soutenance pour qu'ils nous expliquent un petit peu tout ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc, au niveau du M2, c'est la slide suivante. Donc, voici le projet qui a été proposé cette année, qui est en cours de réalisation. Donc, vous avez à gauche des petites cases qui représentent des capteurs. Donc, ces capteurs sont des capteurs numériques, c'est-à-dire qu'ils vont délivrer une information sous forme numérique. Et donc, cette information numérique est envoyée à une platine Arduino, donc qui va recueillir les données. Et ensuite, ce qu'on souhaite faire, c'est envoyer ces données à ce qu'on appelle une gateway. C'est un dispositif électronique qui est très distant de l'Arduino, qui peut être à plusieurs kilomètres. D'accord ? Et donc, les données sont recueillies par la gateway. Cette gateway envoie ensuite les données au serveur. D'accord ? Et ensuite, vous, utilisateurs, qui utilisez un programme Python développé sous Python ou LabVIEW, vous allez pouvoir interroger le serveur pour récupérer les données. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait une thématique qui est tout à fait en l'air du temps, d'accord, où on développe donc des réseaux de capteurs. Alors, ensuite, slide suivante. Alors là, oui. Oh, sorry. Est-ce que tu nous as préparé, Jean-Luc? Alors, c'est c'est un film qui avait été réalisé par l'université il y a quelque temps sur un projet de M2. Oui, je reconnais des anciens étudiants. Oui, oui, voilà. Donc, on se propose de vous présenter ce petit film. Ça ne dure pas très longtemps. J'ai fait des coupures pour voir ce qu'ils ont fait. Ça va vous donner une idée. Ça permet de reposer Pierre. 10 secondes, voilà, le robot est programmé. Maintenant, on va passer à la phase de test du logiciel. On change d'environnement. Vous cliquez directement voilà, sur l'icône qui permet de lancer le programme, l'exécution du programme. Voilà, donc sur NIOS de hardware, très bien. Voilà, le programme est téléchargé à l'intérieur du robot. Et voilà, très bien. Voilà, donc ça correspond bien au programme que vous avez fait. Il se déplace. Voilà, donc il y a la détection d'obstacles qui est faite. Le virage se fait bien par la gauche, après une légère phase de marche arrière. Et il faut se concentrer sur le branchement des appareils. Voilà, très bien. Donc là, on fait la mise en place de la sonde. On regarde le signal qui apparaît sur l'oscilloscope. Et quand on met l'obstacle devant, voilà. Voilà, c'était juste oui, très bien. Donc ça, c'est un enseignement qui est fait par, donc c'est au niveau M2 par Eric Gonod. Et actuellement, donc, on modernise un petit peu ce robot de façon à vous faire utiliser aussi une platine Arduino. Hein. Donc l'idée aussi, quelque part, par rapport aux modifications qui ont été apportées dans la maquette, c'est de faire peut-être un peu moins, mais mieux. Voilà. Alors, juste pour que vous ayez une petite idée des différents stages qui sont réalisés en M2. Donc là, je vous ai donné un exemple de stage que je vais commenter au fil de l'eau. Donc, premier étudiant, c'est M. Casalini. Donc ça, c'était, en fin de compte, c'était un étudiant qui était un employé d'une entreprise au niveau technicien et qui a décidé quelque part de poursuivre ses études afin de passer ingénieur, parce que financièrement, il est intéressant. Donc, il a fait son stage sur la mise en service d'une centrale de mesure dans la société Safran. Ensuite, on a un étudiant, M. Chabert, donc lui qui avait fait la L3 parcours spéciaux. Donc, il a travaillé sur l'identification de signatures multiphysiques d'un arc électrique. Alors, la problématique est orientée avionique. Donc, vous savez que vous savez qu'on va tenter de développer de plus en plus des avions tout électriques. Et donc, la problématique qui s'est posée, c'est par rapport aux étincelles qui vont se produire. Donc, il y a des câbles, des connecteurs, des interfaces. Et donc, l'idée était la suivante. Est-il possible, à partir de la caractérisation d'une étincelle, de revenir à la cause de l'étincelle? Voilà. Donc, c'était un petit peu son sujet. Donc, il a commencé son stage sur cette thématique et à l'issue du stage, on lui a proposé de faire une thèse pour continuer ce projet. Et donc, actuellement, il finit sa thèse en juin.
à l'IRT Saint-Exupéry, qui est le grand bâtiment qui est de l'autre côté de la rocade. Ensuite, M. Shankam, donc, il a fait un stage sur la validation des mesures hyperspectrales par drone. Donc, à l'ONERA, ils ont un drone équipé d'une caméra qui vous permet de faire des images dans différents domaines de longueur d'onde. Alors, ça peut être utilisé, par exemple, dans l'agriculture. En fonction du degré de maturité des céréales, on va avoir une image en fonction des longueurs d'onde qui sera différente. Donc, il a travaillé là sur cette thématique. Mademoiselle Cruchon, elle, a fait un stage de mise en place d'une couche d'abstraction matérielle. Donc, c'était en fin de compte un stage très, très software, contrairement à ce qui peut être dit. Ensuite, M. Louis, il a travaillé sur l'amélioration matérielle logicielle d'un réseau de stations connectées par Raspberry Pi. Alors, je ne sais pas si vous êtes, oui, vous êtes sûrement promené du côté de l'IRIT, les informaticiens. Vous verrez qu'à l'angle, il y a une station météo. Voilà. Donc, Météo France donc, a équipé quelque part toute l'agglomération, la métropole toulousaine de capteurs. Et l'idée, donc, c'est de faire des mesures de température, de pression, d'humidité, de vent, de précipitation, etc. Ensuite, M. Martin, donc, il a fait un stage très, très original. Donc, il a fait ingénieur commercial dans la société AS3D Prodways. Donc, sa fonction, c'était, donc, il épaulait son maître de stage. Et donc, la fonction, c'était de se déplacer dans les entreprises, de prendre connaissance des problématiques rencontrées par les entreprises et ensuite de voir si des produits développés par la société Dassault Systèmes permettaient de régler ces problèmes. Monsieur Mazouni donc, a travaillé pour l'entreprise SAFT, qui est du côté dans le centre de la France, sur le développement de bandes de décharge pour batteries lithium. Bon, et ainsi de suite. Donc, si vous voyez la liste, donc vous aurez l'occasion de regarder plus en détail la liste. Hein. Mais ce qui est à noter, c'est que, et ce qui m'étonne chaque année, c'est que les étudiants travaillent sur des sujets qui sont très, très différents. D'accord ? Dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'automobile, le transport, l'aéronautique. Là, oui, juste pour souligner, la dernière personne, qui est M. Vicente Rémy, donc lui qui avait fait un M1 physique fondamentale, il a commencé le M2 physique fondamentale, il a compris que ce n'était pas pour lui, enfin, ça ne lui a pas plu. Donc il a intégré directement le M2 IDIM, il a fait son stage au CNES, donc sur un programme qui avait trait à l'instrument Athena X-Ray Integration Feed Unit en anglais. Et suite à ça, il a fait donc une thèse à Grenoble. Et je viens de faire une petite recherche sur Internet et j'ai vu qu'il avait obtenu un prix d'excellence pour ses travaux de thèse. Voilà. Donc tout ça pour vous dire aussi que vous avez la possibilité, si vous trouvez une thèse, de poursuivre. On a eu par le passé déjà 3 étudiants qui ont fait une poursuite de thèse. Donc, sur cette slide, ce qui est intéressant, c'est la diversité des projets qui ont été réalisés par les étudiants, la diversité des sociétés dans lesquelles ils ont réalisé leurs projets. Vous avez des grandes entreprises, le CNES, Thales, Continental, et après des entreprises plus modestes. On passe à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, donc au niveau de l'insertion professionnelle, donc en ce moment, c'est une période faste. La durée moyenne d'insertion est inférieure à 3 mois. Le salaire d'embauche, c'est à 30 à 31 kg € brut par an. Et vous avez à droite les sociétés dans lesquelles les étudiants s'insèrent. Donc en majorité, quand vous allez commencer dans ce domaine-là, vous allez être recruté par une société de conseil en ingénierie. Donc vous aurez des missions que vous réaliserez peut-être chez Airbus, par exemple. Et parfois, si vous faites l'affaire chez Airbus, Airbus va vous débaucher. Voilà. Donc, vous allez être donc embauché dans les grandes entreprises, les moyennes, des fois aussi des ordres publics. J'ai mémoire qu'il y avait un ancien étudiant qui avait agrégé de physique, qui a supporté pendant un an les élèves. Puis après, il m'a dit, j'ai jeté l'éponge. Donc, il a fait le M2 IDIM. Et puis, actuellement, donc, il a intégré l'ONERA. Donc, comme j'avais dit, il y a eu 4 thèses. Une à l'IRAP, qui est un laboratoire toulousain, la Laplace aussi, et ensuite l'IRT Saint-Exupéry. À noter qu'il y a 2 étudiants qui ont créé leur propre entreprise. Donc, Joanne Bouys, donc un intervenant que vous retrouvez en M2 IDIM, donc, a créé une entreprise qui est spécialisée dans l'acoustique et la thermique des bâtiments. Et ensuite, un autre étudiant qui a développé une société qui permet de calibrer les appareils. Et à noter aussi que ce sont 2 étudiants de IDIM qui ont créé la société Upsilon, l'association Upsilon,
qui est une association sur le campus. Peut-être que vous êtes au courant. Et donc, la mission de cette association, c'est de répondre à des cahiers des charges qui sont donnés par des industriels. Donc, une fois que le cahier des charges arrive, ces étudiants se débrouillent pour trouver les compétences parmi d'autres étudiants, donc que ce soit en informatique, en électronique, en automatique, pour répondre à ce cahier des charges. Et puis, dernière slide. Voilà, donc le nouveau responsable du MEIDIM, donc c'est Jean-Luc Attier, d'accord, qui intervient aussi dans les 3 PIE. Moi, je suis le responsable du M2 IDIM. Et puis après, vous avez donc un petit schéma qui vous rappelle, premièrement, que c'est une formation pluridisciplinaire. Donc, il y a des enseignements de physique, de langue, d'électronique, d'automatique, donc de mécanique, d'acoustique, de traitement du signal, de connaissance des matériaux. Et donc, par rapport à l'expérience que j'ai, c'est diversité donc des métiers que font nos étudiants, nos anciens étudiants, la richesse aussi des missions sur lesquelles ils interviennent, d'accord, et des étudiants qui s'épanouissent dans leur activité professionnelle. Voilà, je crois que j'ai fini. Il n'y a plus de slides, Jean-Luc? Si, il y a la dernière slide que je peux commenter. Vas-y. Si tu veux, c'est parce qu'il y a plein de questions par rapport à comment s'inscrire. Et donc, les dates, c'est vous pouvez consulter toutes les offres de l'université sur, alors c'est monmaster.gouv.fr, donc c'est déjà sorti, j'ai vérifié. Et du 22 mars au 18 avril, vous allez pouvoir déposer vos candidatures en ligne sur le même site. Du 24 avril au 16 juin, ça passe au niveau des universités, c'est donc l'examen des candidatures. Et du 23 juin au 21 juillet, c'est l'admission des candidats. Donc, vous saurez si vous êtes pris ou pas dans le master de votre choix. Et donc, pour les formations en alternance, donc il y a une phase d'examen des candidatures et d'admission dans des formations en alternance. Le calendrier n'est pas encore stabilisé, il est à venir. Et faites attention, alors ça c'est moi qui vous le dis, tout dossier incomplet va être systématiquement rejeté par sans doute le logiciel. Et si vous voulez avoir tous ces renseignements-là, vous allez sur la page de la fac, celle-ci, vous souhaitez candidater en M1. Voilà, je pense que vous avez toutes les informations pour pouvoir candidater à un des masters. Et ça, c'est valable pour l'ensemble des masters. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est le moment et on est là pour y répondre. Moi, j'aurais une question concernant en fait les relevés de notes parce que j'avais discuté avec le secrétariat qui m'avait dit que depuis janvier, il y avait des problèmes avec les relevés de notes et qu'elle ne savait pas si ça allait prendre des semaines, voire peut-être pas des mois, mais plusieurs semaines. Comment on peut faire si on n'a pas le relevé de notes avant le 18 avril, même si je pense que ça sera réglé, mais au cas où. Alors, je pense que tous les candidats venant de Toulouse, ça ne va pas trop poser de problème. Parce que Pierre et moi, on ira chercher les relevés de notes avec le couteau entre les dents. D'accord, merci. Voilà, mais pour ceux qui viennent de l'extérieur, ça va être un peu plus compliqué si les relevés de notes n'arrivent pas à temps. Voilà. Moi, j'ai une petite question, c'est pour savoir, du coup, en fait, pour une candidature, c'est quoi les étapes, en fait, est-ce qu'il y a pour chaque master, est-ce qu'il y a un truc spécifique à faire, peut-être une lettre de candidature ou je sais pas quoi, ou alors les notes depuis la L1, etc. Enfin, comment ça marche en fait? En fait, c'est marqué sur le C'est site. marqué sur le site, ok. Voilà, c'est marqué. D'accord. Donc, il faut vraiment que vous alliez sur le site. Ok. Sur le dépôt des candidatures, par exemple, j'avais noté, j'ai regardé ça avant-hier et hier. Ok. On vous dit qu'il faut une lettre de comment ça s'appelle, où vous allez montrer Motivation. voilà, de motivation, vos motivations, etc. Donc, vous avez tout le dossier qui est marqué sur. Et je pense que quand vous allez vous connecter avec votre login, ça, j'ai pas pu le faire. On va vous demander plein de trucs. Voilà. D'accord, ok, ça marche. C'était pour ça. Merci beaucoup. Vous avez d'autres questions sur le M1 en particulier?
Non, c'était clair? N'hésitez pas, hein, même si c'est dans le chat. Oui, pas de questions. Donc, ça a été clair? Ça veut dire que ça a été clair? Oui, et donc peut-être juste pour... moi, je vous encourage vivement à trouver un stage cet été, d'accord, pour mettre un premier pas dans le monde professionnel. Et puis surtout, c'est très valorisé quand vous allez rédiger vos CV futurs, hein. Surtout si vous arrivez à faire votre alternance dans cette société, ce sera beaucoup plus facile pour vous de rentrer en système alternance. Un étudiant peut postuler à combien de masters, Jean-Luc? Alors, ce qu'il a intérêt à faire, c'est, vous savez qu'il y a des bruits qui courent, mais ça, je le répète à chaque fois, que l'université doit vous trouver un master une fois que vous avez votre licence. Ça, c'est pas vrai. Le seul truc qui est vrai, c'est que c'est normalement le rectorat qui doit vous proposer des masters à une grosse condition, c'est que vous ayez postulé à un certain nombre de masters, mais dans toute la France. Donc, si vraiment vous n'êtes pas sûr d'avoir un des masters, enfin, ça dépend quel master vous voulez avoir, je vous conseille quand même d'ouvrir un maximum le nombre de masters, et pas que à Toulouse, mais même en France. Alors, si vous avez un excellent dossier, que vous voulez un master, vous n'avez pas trop de problèmes. Parce qu'il y a eu des études. Et alors, une fois que vous avez postulé, même des étudiants qui avaient postulé dans énormément de masters, le rectorat a du mal à revenir vers les étudiants. Donc ça, je pense, puisque j'ai un exemple, pour lui trouver un master, mais alors n'importe où en France. Et du coup, vous vous trouvez un petit peu sans rien. Et il y a eu quelques étudiants, parce que l'année passée, j'étais responsable de la licence de physique, qui n'ont pas trouvé de master parce qu'ils n'avaient pas demandé assez, ils ne s'étaient pas bien renseignés, etc. Donc, faites attention à ça. Donc, demandez en priorité les masters que vous avez envie d'avoir. Et puis, après, si vous voulez faire un master de toute façon, et si vous voulez aller en master l'année prochaine, ben, faites une ouverture un peu plus globale au niveau national. Enfin, comme Pierre vous l'a dit et comme Jean-François vous l'a dit, la L3, c'est pour ça qu'on fait c'est pour ça que j'ai organisé ça, c'est que le Master IDIM, Pente et Greener, le creuset de ces masters, c'est la L3 PIE. Si vous avez un dossier, un bon dossier, que vous êtes motivé, alors ne faites pas votre lettre de motivation par-dessus la jambe, faites-la bien correctement. Enfin, montrez vos motivations et puis vous avez grande chance si vous avez un dossier convenable. Puis vraiment, j'insiste, la période est faste, là, hein. Si vous êtes sérieux, si vous êtes motivé, Oui. si vous êtes moteur, proactif, je veux dire, il n'y a aucun problème pour trouver un travail dès la fin du master, hein. La fin du master, il faut le voir comme la fin des enseignements, on va dire, théoriques, entre guillemets. Donc, c'est fin mars, quoi, hein. C'est fin mars, début mars, c'est mi-mars en M2 IDIM, hein. Et après, vous êtes en stage, donc déjà, vous êtes quelque part dans le milieu, vous êtes dans le milieu professionnel. Et généralement, comme l'a dit Jean-François, souvent, vous avez des propositions d'emploi avant même d'avoir fini votre stage. Et puis, bon, j'insiste aussi lourdement sur les activités que font les étudiants actuellement, là, enfin, les anciens étudiants. Donc, moi, en tant que responsable du M2 IDIM, je visite tous les étudiants sur leur lieu de stage. Et franchement, les sujets sont très intéressants. Il y a souvent beaucoup de physique,
D'accord? Il y a beaucoup de physique, énormément de programmation. D'accord? Donc là, si vous êtes un peu tangent en programmation, là, il faut mettre le paquet parce que maintenant, si vous ne savez pas programmer, ce n'est pas la peine, quoi, hein. Surtout dans ce domaine-là. Soignez aussi l'anglais, c'est important, hein. Il y a, dans les sociétés, souvent, il y a des ingénieurs étrangers, donc il faut savoir s'exprimer facilement en anglais. Vous avez un centre de langue à l'université qui vous permet de compléter votre formation en anglais. J'y suis allé récemment. Vous avez des conversations en anglais avec des postdocs étrangers. Donc, bon, usez et abusez de cette facilité qui vous est offerte pour vous perfectionner en anglais. J'ai une question par rapport au stage à la fin. Du Master 2? Du Master 2? Du Master 2, oui. Ça paraît peut-être une question débile, mais est-ce que c'est naturel que l'entreprise dans laquelle on fait un stage, c'est celle dans laquelle on faisait déjà notre alternance quand on est alternant? Ou ça peut être une autre entreprise ou il faut Non, que ce soit si vous faites une alternance, il n'y a pas de stage à faire en plus, hein. Non, la question, je l'ai comprise. C'est le stage de M2. Si vous êtes en alternance, le stage fait partie de l'alternance. Donc, vous n'avez pas Oui. besoin de faire un stage. C'est l'alternance, en fait. Donc, vous Oui, partez dans d'accord. l'entreprise de l'alternance. Oui, d'accord, oui. Ok, donc en fait, la question se pose même pas. Merci. Et après aussi, je constate que le stage aussi, c'est l'occasion pour l'étudiant de mûrir. Parfois, je vois des étudiants bon, qui sont très scolaires quand ils commencent leur stage. Et puis à la fin du stage, après 5-6 mois dans l'entreprise, je vois comme une mutation. Voilà. Donc les étudiants, on les sent beaucoup confiants. Pourquoi? Parce que bon, souvent quand on est étudiant, quand on est dans les premières années, on se demande mais qu'est-ce qu'on sait faire? On a l'impression qu'on ne sait rien faire. Et je pense que le stage est là pour vous donner confiance, pour vous montrer que vous savez faire les choses. Après, tout autour de Toulouse, en ce qui concerne les capteurs ou tout ce qui est énergie, etc., on est vraiment bien doté, hein. Si vous regardez l'ensemble des sociétés, je sais qu'il y a plein de sociétés ou de grands instituts qui maintenant demandent des alternants. Alors notamment Météo France, notamment. Et après, il y a d'autres sociétés qui travaillent dans l'acoustique et qui voulaient bien prendre comment ça s'appelle, des stagiaires comme Gamba Acoustique, comme vous avez plein de petites sociétés autour qui utilisent des capteurs pour IDIM, qui utilisent l'énergie pour Pente et puis Greenair. Donc il y a vraiment de quoi trouver en fait l'alternance de rêve en fait, si vous voulez vraiment faire une alternance, hein. Donc, Oui, ensuite, toutes les alternances, comme les stages, ne sont pas forcément dans la région, hein. Mais bon. ouais. Bon, je suis désolé, chers amis, la soupe va refroidir, je vais être obligé de vous quitter. Merci Mais, encore, Jean-François. pardon? Merci encore. Oui, merci à vous. Bon courage à tous et bonne réflexion. Au revoir. Okay. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais peut-être couper l'enregistrement si je sais le faire. Sinon, ça va mettre...